Teresa, mes douleurs m'ont reprise. Tu les connais, toi qui as été en prison comme moi. Je me sens vieillir, j'ai pris du poids. C'est sûrement la faute à toutes ces fêtes que donne Barras. Au moins, on ne s'y moque plus de moi comme après mon mariage avec Bonaparte. Je suis fière de mon petit Corse. Il a battu les Autrichiens, les Piémontais et les Sardes à 1 contre 2. On vient d'annoncer son entrée dans Milan. Je suis la femme d'un général victorieux. On me considère enfin. S'il n'y avait ces douleurs, au moins, mon Hippolyte, mon beau capitaine, vient me voir souvent. Il me fait rire avec ses plaisanteries et ses calembours. Bonaparte veut que je lui écrive tous les jours, que je le rejoigne en Italie. Il m'épuise, ce mari. Je lui ai annoncé que je suis souffrante. Comme j'ai grossi, j'ai d'abord cru à la venue d'un heureux événement. Il a envoyé son aide de camp d'Italie pour vérifier si j'étais enceinte. Hélas, je ne le suis pas, alors il insiste. Il me veut auprès de lui. Qu'irais-je faire en Italie ? Mes enfants ont besoin de moi à Paris. Printemps 1796. Joséphine profite de sa nouvelle vie à Paris alors que son mari combat en Italie. La France est en guerre avec l'Autriche et ses alliés. Bonaparte est parti créer diversion avec une armée mal équipée, composée de seulement 40 000 hommes. Les meilleures troupes françaises sont plus au nord, sur le Rhin. Mais alors que cette armée du Rhin piétine, Bonaparte, grâce à son génie militaire, remporte victoire sur victoire. Adieu, Joséphine. Reste à Paris, ne m'écris plus. Et respecte au moins mon asile. 1000 poignards déchirent mon cœur. Ne les enfonce pas davantage. Adieu, mon bonheur, ma vie, tout ce qui existait pour moi sur la terre. Pourquoi m'avoir fait espérer un sentiment que tu n'éprouvais pas ? Tous les jours, la mort voltige autour de moi. La vie vaut-elle la peine de faire tant de bruit ? Napoléon avait menacé de remonter sur Paris pour ramener Joséphine. Elle est descendue vraiment à contre-cœur. On l'a quasiment, si je puis dire, fourrée dans la voiture pour qu'elle parte. Les directeurs étaient inquiets de voir Bonaparte risquer de remonter à Paris. Et il est arrivé vraiment désespéré en se disant « Mais qu'est-ce que je vais faire dans ce pays ? Je quitte mes amis, je quitte Paris, la société thermidorienne dont elle était une des reines. » C'était pour elle un véritable exil de venir ici à Milan. Le 27 juin, Joséphine quitte enfin la France à destination de l'Italie. Napoléon exulte. Il la voit déjà faire une entrée triomphale dans Milan, une entrée digne d'une reine. Le voyage en Italie était quand même une expédition parce qu'il fallait franchir les Alpes, il n'y avait pas de route qui permettait de franchir toutes ces montagnes, si bien qu'arrivé au pied, il fallait démonter entièrement les voitures, les roues, les essieux, la caisse, que l'on chargeait et qui étaient tirés par des animaux, et les passagers eux-mêmes franchissaient à dos de mulets les Alpes avec les précipices sur le côté. C'est une véritable expédition. Chère Teresa, j'ai fait le voyage le plus pénible qu'il soit possible de faire. J'ai été 18 jours en route. J'ai eu la fièvre en montant en voiture et une douleur de côté. La fièvre est passée, mais les douleurs de côté durent encore. Arrivée à Milan, la municipalité a voulu me traiter comme une archiduchesse et m'a logée dans la plus belle maison de Milan avec 30 domestiques. Comme je ne suis qu'une républicaine et par conséquent simple particulière à Milan comme à Paris, j'ai pris la liberté de renvoyer tout ce monde et de me restreindre à mon petit ménage de la rue Chantraine. Je n'ai vu Bonaparte qu'un moment. Il est très occupé au siège de Mantoue. Mon mari ne m'aime pas, il m'adore. Je crois qu'il deviendra fou. Il est impossible d'être plus heureuse que je ne le suis de ce côté. L'inconfort du voyage a ravivé les douleurs liées à sa ménopause précoce. Pourtant, Joséphine n'a guère le temps de se reposer. Elle doit tenir son rang, sans sourciller, car elle est devenue, malgré elle, un personnage public. Lorsque Joséphine était à Milan, elle a eu évidemment une vie mondaine, puisqu'elle représentait quand même le gouvernement de la République française. Donc c'est évident qu'elle a quand même été invitée à des bals, à des dîners, elle est allée à la Scala voir des spectacles. C'était vraiment la femme en vue, la femme du général en chef, donc elle était adulée et respectée par tout le monde.
Alors qu'il est sur le point d'entrer victorieux dans Vérone, Napoléon fait appeler sa Juliette auprès de lui. La berline de Joséphine longe le sud du lac de Garde, ignorant que 2 bateaux autrichiens, partis du petit fort de Sirmione, sont en embuscade. Les bateaux se mettent à canonner le cortège français, visant en particulier la berline de la Générale. C'est la panique dans l'entourage de Joséphine. Il y a eu des hussards qui ont été tués, d'autres qui ont été blessés. Elle s'est précipitée évidemment dans des endroits qui sont un peu marécageux, il y a beaucoup de roseaux, beaucoup de boue, et elle s'est dissimulée où elle a pu. Et l'histoire de cette carriole a été peut-être ajoutée après, mais on en a parlé effectivement. Une carriole avec des poules, du foin, c'était le meilleur endroit pour se dissimuler, pour échapper évidemment aux canonnades. Sauvée de la mort grâce à des poules. J'espère que personne n'ira raconter ma mésaventure. Elle a renoncé à la vie parisienne pour passer l'après-midi sur une carriole avec du foin. On m'a amenée à la forteresse de Peschiera qui a été bombardée par les Autrichiens. Ils mènent une contre-attaque sur l'arrière de nos lignes. J'ai passé la nuit cachée sous un lit de camp me demandant si le prochain boulet n'allait pas toucher ma tente. Fini les champs de bataille, on ne m'y reprendra plus. Bonaparte est obligé de se replier pour chasser les Autrichiens et libérer sa femme assiégée, qu'il retrouve en larmes et épuisée. De rage, Napoléon reprend l'offensive. Son avancée est vécue comme une libération par beaucoup d'Italiens qui aspirent à la République. Il est de nouveau victorieux lors de fameuses batailles à Castiglione, Arcole et Rivoli. Des batailles qui lui permettent de contrôler tout le nord de l'Italie jusqu'aux portes de Venise. Mais c'est un autre combat auquel va devoir se confronter Joséphine au printemps 1797, lorsque Napoléon l'installe pour les beaux jours dans une villa de la grande banlieue de Milan, sur la colline de Montbello. Joséphine va y rencontrer sa belle famille pour la première fois. La villa existe toujours, mais a été reconvertie d'abord en un hôpital psychiatrique, puis en un lycée agricole. Bonjour, monsieur Chevalier. Ben arriva. Bonjour, monsieur Chevalier. Bienvenue à la Villa Arconati Crivelli. C'est un plaisir de vous recevoir. J'espère pouvoir vous guider dans la découverte de ce bâtiment qui vous intéresse moins du point de vue architectural que du point de vue historique. Vous êtes français et savez que Napoléon et Joséphine ont résidé ici. Si l'extérieur a peu changé, les décors intérieurs n'ont malheureusement pas été conservés comme à l'époque, à part quelques fresques au plafond. Montbello est le point de départ de la vendetta corse. Le clan Bonaparte se ligue contre Joséphine, cette ancienne aristocrate qu'a épousé leur jeune Napoléon, sans l'accord du chef de famille, son frère Joseph, une femme qui l'a fait évoluer et semble le tenir dans le creux de sa main. La première rencontre entre Joséphine et Laetitia Bonaparte, née Ramolino, la mère de Napoléon, mère d'une cohorte d'enfants, n'a pas été une rencontre heureuse. Joséphine a lancé une opération de charme vis-à-vis de la famille de Napoléon, mais ils n'y ont pas été sensibles le moins du monde. Ils la trouvaient trop vieille, pas assez jolie à leur goût, et ça leur déplaisait grandement qu'elle ait déjà des enfants. Dans les chroniques de l'époque, il est indiqué que les sœurs de Napoléon l'appelaient la vieille. D'ailleurs, elle avait 7 ans de plus que son mari. Elle n'avait pas complètement tort. Et Laetitia Ramolino, de caractère, était complètement différente de Joséphine. Napoléon ne supportait pas les femmes qui, comme sa mère, se comportaient de manière forte et dominatrice. L'une des raisons pour laquelle il aimait Joséphine tient à ce qu'elle ne l'était justement pas. Je pense qu'il n'aurait pas accepté de se retrouver dans le même rapport qu'avec sa mère. Qu'ai-je donc fait à ces Bonaparte pour qu'ils me traitent si mal? Dieu, que ce mariage est difficile. Non content des affronts de sa famille, mon mari m'envoie maintenant à Venise, moi qui m'inquiète pour mes enfants. Hortense apprend-elle bien ses leçons? Et comment se passe la formation militaire de Gênes?
Ici, le peuple vient de se soulever et de renverser le gouvernement. Ils sont inquiets des visées des Autrichiens sur leur ville. Napoléon m'envoie à sa place alors qu'il rumine déjà l'idée de reprendre les armes. Combien de mois vais-je devoir attendre avant de rentrer enfin en France si la guerre reprend ? La grande question pour lui était, faut-il aller vers Vienne ou pas? Faut-il, autrement dit, se risquer aussi loin de ses bases, face à une armée autrichienne qui était en retraite, avec une armée française de va-nu-pied qui forcément s'affaiblissait, même si elle restait assez enthousiaste et assez compacte, mais ne pouvait pas en tout cas être rejointe par des renforts. Et donc il a pensé qu'il fallait traiter. Il avait d'autres idées en tête que de s'occuper très exactement de Venise. Alors Joséphine, son rôle à ce moment-là, c'est d'essayer de rassurer. On lui fait grand accueil parce qu'on espère qu'elle va parler favorablement à son mari. Teresa, si tu savais dans quel palais on m'a logé, l'un des plus beaux de la cité. Bon sang, à combien de fêtes et de réjouissances va-t-il falloir que j'assiste encore en tant que représentante officielle de la République française? Mon petit intérieur parisien me manque. Joséphine est venue dans ce palais car à l'époque, c'était l'un des plus connus et plus visités de Venise, du fait de la notoriété de la famille et des œuvres d'art qui étaient conservées entre ses murs. La vie de Joséphine dans ce palais était organisée ainsi. Sa chambre était ici. Par contre, son petit déjeuner, elle le prenait dans la salle du Tiepolo. Et les dîners officiels, qui requéraient un grand nombre de convives, ne pouvaient se tenir ici, du fait de travaux en cours. Ils ont été organisés dans le palais des cousins Pisani de Santo Stefano, édifice qui est aujourd'hui le conservatoire de musique, un palais énorme qui était en état de marche pour la famille. On a organisé une régate en son honneur, et comme elle résidait dans ce palais, elle a pu voir l'arrivée de la régate du balcon et remettre le prix au vainqueur. Joséphine était une femme résolument fascinante. Elle a laissé un très bon souvenir, à tel point que le comte Pisani de l'époque, qui était son hôte, s'est lié d'amitié avec elle et qu'elle l'a nommé son chambellan de cour. Et quand il s'est rendu à Paris en 1810, il fut son hôte à Malmaison. Elle lui a donné cette fleur qu'il a mis dans ce cadre sous verre sur lequel est écrit « Cadeau de Joséphine, impératrice des Français à son chambellan, le comte Pietro Pisani en 1810 à Malmaison ». Partout où elle passe, Joséphine séduit, se fait des amis, rallie les gens à la cause de la République. Elle traverse Venise en gondole, est invitée à voir un spectacle au Nouvel Opéra La Fenice, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Elle est fêtée, acclamée par le public, on organise un bal en son honneur. Pourtant, sa santé reste chancelante. Elle a du mal à s'habituer à la nourriture italienne, aux mets si différents de ceux de sa Martinique natale. Elle écrit à sa fille. Je m'ennuie beaucoup en Italie malgré toutes les fêtes que l'on me donne et l'accueil flatteur des habitants de tout ce beau pays. Je ne puis m'accoutumer à être éloignée aussi longtemps de mes chers enfants. J'ai besoin de les serrer contre mon sein. J'ai cependant tout lieu d'espérer que ce moment n'est pas très éloigné et cela contribue beaucoup à me remettre de l'indisposition que j'ai eue. Et elle est accompagnée par Berthier
Et Berthier, en repartant, très satisfait de ses régats, de ses réceptions, dit « Je dirais au général Bonaparte que Venise est digne de la liberté ». Ce qui, évidemment, sonne terriblement, tristement, pour ne pas dire faux, quand on savait ce qui était en train de se préparer à Campo Formio. Bonaparte s'est installé à Passariano, dans un immense palais aussi imposant d'extérieur qu'il est froid et sinistre à l'intérieur. Un jour sur deux, il me laisse seul ici et part pour au dîner, à plus d'1 heure de route, pour négocier la paix avec les Autrichiens. Je m'ennuie ferme dans ce lieu grandiose. Pourquoi Bonaparte ne nous a pas installés en ville ? Alors, qui était le propriétaire en 1797 quand Bonaparte l'a occupé? Le château appartenait au doge de Venise, Ludovic Manin, qui venait d'être renversé en mai 1797. Le palais est la résidence principale d'une famille de nobles vénitiens originaires du Frioul, la plus grande et fastueuse pour accueillir le général et son état-major. Napoléon l'a choisie non seulement parce qu'elle est grande et imposante, mais aussi avec l'idée d'humilier l'ex-doge. Pour le jeune Corse de 28 ans, chaque détail protocolaire est important. Occuper le plus beau palais de la région assoit sa légitimité, car le succès des négociations est capital. Si elles aboutissent, Bonaparte peut espérer jouer un rôle politique important à Paris et Joséphine rentrer en France. Si les négociations échouent, Napoléon devra reprendre le combat à la veille de l'hiver, sans renfort, avec une armée fatiguée à 900 km de ses bases, face à des ennemis qui ne sont qu'à 100 km des leurs. Les négociations avec le comte autrichien Cobenzl se tiennent au palais Florio, au centre d'Udine, un palais qui est aujourd'hui le siège de l'université locale. Nous sommes dans la bibliothèque du palais, lieu dans lequel s'est déroulé ce face-à-face légendaire. Napoléon se serait mis en colère car les Autrichiens insistaient sur des points de détail du traité qui ne lui plaisaient pas. Il aurait brisé un service en porcelaine qui appartenait à Cobenzl et aurait dit « Je briserai votre monarchie comme je détruis ce service à thé ». Mon Bonaparte veut la paix, mais il traite Cobenzl comme l'un de ses soldats. Il se plaint que l'Autrichien est inflexible autant avec lui. Mon mari n'a pas la moindre idée de la façon de traiter un aristocrate étranger. De ce que j'ai pu comprendre lors de nos dîners avec Cobenzl, les positions de l'Autrichien ne sont pas si divergentes de celles de mon Napoléon. Tempère tes ardeurs, mon ami, mais il est forme. Tu dois comprendre que Cobenzl ne peut pas se permettre de perdre la face. Tu vas la voir, ta paix et ta gloire, Bonaparte. Ah, si tu savais combien j'ai pu obtenir des hommes en flattant leur ego. Le tien en premier. Rêvant de voir les négociations aboutir pour rentrer à Paris et retrouver enfin ses enfants, Joséphine déploie une véritable opération de charme à l'encontre de la délégation autrichienne. Dans ce monde d'hommes apparaît cette femme agréable, belle, particulière, différente des femmes auxquelles tous ces hommes étaient habitués, tant au niveau de ses habitudes que de sa façon de s'habiller. Elle était accompagnée d'une petite cour, mais c'est toujours de Joséphine dont parlent les récits de l'époque. Tous remarquent l'épouse du général en chef et sont frappés par sa gentillesse et la fascination qu'elle exerce autour d'elle. Quelques jours plus tard, le traité de Campo Formio est signé. La France annexe la Belgique et les Pays-Bas et repousse sa frontière jusqu'au Rhin. La République de Venise est dissoute et annexée par les Autrichiens. Au moment où Cobenzl remercie Joséphine, c'est un moment évidemment très important parce que Joséphine a compris aussi qu'elle avait un rôle à jouer, qu'elle était un peu la générale Bonaparte, donc la représentante de la France
dans cette partie du nord de l'Italie et les gens s'en sont aperçus au point que l'empereur du Saint-Empire lui a même envoyé des chevaux pour la remercier. Donc c'était une femme sur laquelle il fallait compter et les Autrichiens l'ont compris très vite. Je pense que c'est sa douceur à elle qui a permis à la fermeté de Napoléon de ne pas être prise pour de la rudesse ou de la méchanceté. En diverses occasions, elle a arrondi les angles. Napoléon, malgré sa vivacité d'esprit et son intelligence, était maladroit en société. Il faisait des bourdes. Elle comprenait les choses. Elle fréquentait les milieux aristocratiques et les salons depuis plus longtemps que lui. Elle savait y mettre les formes. Donc, quand il allait pour faire une bourde, elle le lui faisait remarquer discrètement et l'amenait à se conduire comme il faut, en lui disant « Il suffit de faire comme ça et tout ira plus facilement ». La campagne d'Italie fait de Bonaparte un héros. Elle lui assure la popularité des Français, mais aussi la méfiance du gouvernement, jaloux des succès de ce petit Corse. Les membres du directoire sont presque soulagés de voir partir Napoléon à la tête de la flotte française vers l'Égypte. Enfin un courrier d'Égypte. Napoléon et Eugène ont battu les Mamelouks aux pyramides et se dirigent vers la Syrie. Mon fils ne cesse de m'étonner. Il a été promu lieutenant à 18 ans. Il me rappelle son père, en plus raisonné. Ai-je raison de ne pas m'inquiéter pour lui ? J'ai acheté un petit château près de Paris sur le lieu-dit de Malmaison. J'ai réussi à l'avoir pour seulement 250 000 francs. Bonaparte va encore m'accuser de le ruiner quand il apprendra ma dépense, pourtant c'est un très bon investissement. Son frère m'a coupé les vivres. Heureusement que je touche mes commissions sur les fournitures à l'armée grâce à l'entremise de mon beau capitaine. Je suis à Plombières, dans les Vosges. Ici, tout est vert, exubérant. Ça me rappelle ma Martinique. Les eaux de Plombières sont réputées pour leurs vertus curatives. Bonaparte veut un enfant de moi. Puis-je encore avoir un enfant à 36 ans ? La station a connu une expansion notable depuis l'époque de Joséphine, et les bienfaits des eaux thermales de Plombières restent avérés par la médecine moderne. Sandra essaie de reconstituer le séjour de Joséphine. En compagnie de la responsable de la société historique locale, elle se rend au bain des Capucins, où Joséphine venait tous les jours profiter d'émergences de vapeur d'eau chaude, diffusées par une chaise en marbre troué, pendant des séances de 10 à 20 minutes. Les gradins en pierre d'origine existent toujours sous un dallage construit à la fin du XIXe siècle. Elle était prête à tout pour changer la façon dont son corps réagissait au stress de sa vie. Et vous retrouvez dans l'angle le célèbre fauteuil des Capucins, que l'on appelait plus communément par un autre nom, pas très joli du reste, le trou des Capucins. Tout simplement parce que c'est un siège en marbre percé en son milieu. Alors, à quoi servait-il ce fauteuil ? Eh bien, il était nécessaire pour soigner la stérilité des femmes. Et Joséphine de Beauharnais a donc utilisé ce fauteuil, soins qui ne furent pas efficaces pour elle, mais qui le furent pour d'autres femmes, en tout cas, c'est ce que l'on retrouve dans certains manuscrits et livres. Les gens de Plombières l'aimaient beaucoup. Elle était avenante, elle était gentille, elle cherchait à faire plaisir, elle était très gaie, très joyeuse, elle aimait s'amuser. Elle a mené une vie champêtre. Je pense que c'est une des choses qui a plu à Joséphine, cette existence tranquille. Elle en a parlé dans ses lettres de cette vie paisible, très différente de celle qu'elle menait ailleurs. Le séjour vosgien est troublé par un accident grave qui met à nouveau la vie de Joséphine en péril au passage d'un petit chien dans la rue où elle réside.
Elle s'est précipitée sur le balcon, accompagnée de Général Coll, de Madame de Cambis et du citoyen Latour. Et le balcon s'est affaissé sous leur poids. Et Joséphine, on parle surtout de Joséphine, est tombée heureusement sur l'épaule d'un cuirassier qui a eu l'épaule démise, mais elle est tombée sur son séant. Elle ne s'est pas faite de fracture, mais c'était tout de même toute une aventure. Alors le docteur Martinet, il a fait tuer tout de suite une peau de mouton et a enveloppé le séant de Joséphine dans la peau du mouton toute chaude. Le lendemain, le séant de Joséphine était tout noir mais guéri. Le logement qu'a occupé Joséphine existe toujours, de même que le balcon duquel elle est tombée. Voir le balcon et se trouver là où Joséphine était quand elle a eu son accident permet de véritablement se représenter ce qu'elle a vécu. De la même façon que de voir la chaise en marbre sur laquelle elle s'est assise pour que ses parties intimes soient, vous savez, vaporisées. Ceci m'a permis de m'imaginer sa vie privée ici. La flotte française est détruite par les Anglais dans le port d'Aboukir. L'opération d'Égypte tourne au semi-échec. Inquiet, le Corse abandonne son armée, touché par les maladies, et décide de rentrer en France. Le gouvernement se défie de lui, mais surtout, on lui annonce que sa femme le trompe avec le capitaine Hippolyte Charles. Sachant qu'elle avait été décriée auprès de son mari, avec l'affaire d'Hippolyte Charles, dès qu'elle a su qu'il débarquait à Fréjus, elle a pris la route pour le rejoindre. Mais comme vous savez, il y a deux routes, une par le Morvan et une par la Bourgogne. L'un a pris une route, l'autre a pris l'autre route, si bien que quand Napoléon est arrivé rue de la Victoire, la maison était vide. Donc de rage, il a fait mettre tous les habits sur le trottoir, et quand elle est arrivée, la porte était fermée. Donc elle a tambouriné à la porte de l'appartement, elle a tout essayé, Napoléon ne l'ouvrait pas, et finalement, en désespoir de cause, comme elle savait combien Napoléon aimait ses propres enfants, à Joséphine, Eugène et Hortense, qui n'étaient pas responsables des erreurs de leur mère, elle les a fait venir, ils ont joint leurs larmes à celles de sa mère, et finalement Napoléon n'a pas résisté aux deux enfants, il a ouvert la porte, il a pardonné, et ça a été le déclic, le jour, à ce moment-là, où Joséphine a compris qu'on ne jouait plus. Napoléon sait qu'il peut compter sur les charmes de sa femme et sur son intelligence sociale pour prendre le pouvoir, en particulier en novembre 1799, lorsqu'il prépare le coup d'État du 18 Brumaire. Leur couple change de nature et à ce moment-là, il devient un couple politique car ils sont très complices en vérité. Ils sont complices, elle le comprend, elle sait ce qu'il veut et au moment du retour d'Égypte, elle l'aide à préparer Brumaire. D'abord, ça se passe chez elle, rue Chantraine, et elle lui rallie 3 des 5 directeurs. Carrément. Hein? Préparer Brumaire, elle est au courant de tout. Quand il le faut, il envoie Joséphine. Mais ça, c'est tout Joséphine, ça. C'est qu'elle a l'air de ne pas y toucher, mais elle fait des choses quand même, avec beaucoup de tact et d'habileté. Et c'est comme ça qu'elle a réussi beaucoup de choses, effectivement. Elle a préparé, en fait, le coup d'État. Je sous-signé, boulet de meurtre, prête serment au... Le directoire est aboli. Il est remplacé par un régime politique autoritaire, le consulat, dans lequel la majorité des pouvoirs est concentrée aux mains d'un seul homme, Napoléon Bonaparte, qui est nommé premier consul. Joséphine doute d'elle. Napoléon a fréquenté la femme d'un officier en Égypte, une certaine Pauline Fourès. Il est maintenant en Italie, à nouveau face aux Autrichiens. Les soldats ne sont-ils pas réputés pour s'offrir une femme après chaque bataille ? Lorsqu'il prend le chemin du retour, Napoléon ramène avec lui Giuseppina Grassini, une cantatrice de la Scala de Milan qu'il continue à fréquenter à Paris. Pour autant, Napoléon lui accorde des étreintes qu'elle qualifie elle-même de brusques et décevantes. Napoléon aime toujours Joséphine, mais a visiblement besoin de se rassurer sur ses capacités à procréer. Le couple reste uni et complice. Pour le réveillon, mon Bonaparte, quoique fatigué, a accepté d'aller assister à la représentation de cet oratorio de Haydn dont tout le monde parle.
rue Saint-Nicaise. Le cocher a évité une charrette qui contenait un terrible engin qui a explosé après notre passage. Les vitres du carrosse ont été soufflées, mais nous étions sains et saufs. Derrière nous, c'était le carnage, des corps et du sang partout. À quelques secondes près, nous étions en miettes. Fouché pense que l'attentat a été fomenté par des royalistes chouans. Pendant combien de temps ma bonne étoile va-t-elle continuer à me protéger ? Le château de Malmaison, que Joséphine fait aménager par les architectes Percier et Fontaine, devient l'un des sièges du gouvernement. Avec son immense parc de 726 hectares, il devient le lieu de résidence préféré du premier consul. Les époux consulaires s'y retirent toutes les fins de semaine. Ils reçoivent toute la belle société de l'époque, organisent des déjeuners champêtres, des jeux, donnent des spectacles. Bonaparte s'intéressait beaucoup à la décoration, mais Joséphine plus encore, et cette maison était un peu la sienne, donc c'est elle qui a donné la touche finale. Ce mélange très nouveau, à la fois d'un style assez martial et en même temps une douceur que l'on voit dans la qualité des matériaux, dans les couleurs extrêmement délicates, même si certaines sont fortes comme ce rouge, des harmonies très rares et qui ont fait de Malmaison un exemple unique que l'on est venu voir de toute la France et même de toute l'Europe. Pour sceller le lien entre les Beauharnais et les Bonaparte, Joséphine marie sa fille Hortense avec le frère cadet de Napoléon, Louis Bonaparte, en janvier 1802. Hortense ne sera jamais heureuse avec son mari et se sacrifie pour sa mère, au nom du sacro-saint principe de sécurité qu'elle applique à ses enfants. Lorsqu'elle a épousé Napoléon, elle savait que vraisemblablement, elle ne pourrait plus avoir d'enfants. D'une certaine façon, il a dû être difficile pour elle de ne pas impliquer ses enfants dans le clan Bonaparte. Sa stabilité, sa sécurité et celle de ses enfants, ainsi que celle de sa famille élargie, étaient d'une certaine manière liées à sa capacité à retenir Napoléon. Le Sénat a proposé la création d'un régime impérial. La sorcière avait raison, la yéyette de Martinique va être plus que reine. Pourtant, mon mari semble hésiter. J'entends de partout qu'on va organiser une cérémonie grandiose suivie de festivités. Ce serait l'occasion pour moi de sceller mon destin avec Bonaparte, m'a dit Eugène. Napoléon m'a annoncé qu'on allait rétablir l'étiquette que je vais devoir lui donner du « vous ». Quel homme ce Corse! Il était ambivalent. Il ne se pressait pas pour qu'elle soit couronnée. Et elle savait que si elle n'était pas couronnée, il y avait une chance pour qu'on la mette sur la touche. Elle sentait qu'il fallait qu'elle devienne impératrice pour conserver son emprise sur lui, sa position et sa relation privilégiée avec Napoléon. Joséphine a senti que c'était un moment clé pour elle. D'abord, elle n'était pas rassurée du tout par ce simple mariage civil. Donc elle a dit au pape qu'elle n'était pas mariée religieusement et le pape a dit pas de mariage, pas de sacre. C'était la veille. Donc, fine mouche, habile. Napoléon était contraint d'accepter une cérémonie religieuse faite en catimini aux Tuileries. Et le lendemain avait lieu donc ce sacre. Et ce sacre, pour elle, c'était important. Elle se croyait vraiment complètement inattaquable. Elle savait déjà qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant. Elle l'a fait croire pendant un petit moment à Napoléon, maintenant elle le savait. Donc pour elle, c'est une garantie, ce sacre. Elle est sacrée par Napoléon, elle est mariée par le pape, donc elle se sent absolument invincible. Jusqu'au dernier moment, la famille Bonaparte va chercher à convaincre Napoléon de ne pas sacrer Joséphine. Durant la cérémonie, les sœurs de Napoléon, chargées de porter la traîne de Joséphine, chercheront même à faire tomber l'impératrice en tirant la traîne en arrière. Napoléon sera obligé de les rappeler à l'ordre. Elle a dû tout de même, comme Napoléon, avoir un battement de cœur très fort lors du sacre.
C'est très beau d'arriver à cette apothéose, cette espèce d'acmé extraordinaire, à cette position prééminente, la plus prééminente de toutes. Encore faut-il ne pas en descendre à partir de là. Six mois plus tard, Napoléon est couronné roi d'Italie, dans la cathédrale de Milan. Il nomme son fils adoptif, Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie. Partout dans le pays, le couple impérial est reçu de façon enthousiaste. Maestà, vi presento la nobiltà del vostro nuovo regno d'Italia. Septembre 1805. L'Autriche envahit la Bavière, alliée de la France. Napoléon convoque son état-major, séance tenante. Malheur à qui ne peut suivre la cadence. Généraux, gardes du corps, domestiques et Joséphine. La force du corps, c'est sa capacité à réagir tout de suite, à bouger ses troupes plus vite que l'éclair, à être là où on ne l'attend pas. Il envoie 150 000 hommes en Alsace, à marche forcée. Avant même qu'il n'arrive, il est déjà sur place avec Joséphine. Il a franchi 500 km en moins de 3 jours. On mange et dort à bord de la berline impériale. Elle a effectué un nombre incalculable de voyages. Elle était toujours en mouvement, suivant Napoléon, voyageant avec ou sans lui. C'est d'autant plus remarquable que voyager n'était pas facile à l'époque. Bon, Joséphine a toujours eu cette grâce, cette intelligence d'épouser le terrain, d'épouser la situation et de faire au mieux dans ce qui lui était donné. Ça n'a pas dû être toujours facile parce que la couronne impériale de diamants merveilleuse était une couronne pleine d'épines aussi. Il y avait des roses, mais il y avait beaucoup d'épines. Et c'était dur pour elle. L'empire était dur parce que c'est un empire, une épopée de conquête et de guerre permanente. Et Dieu sait qu'elle accompagnait beaucoup Napoléon sur les arrières de ces batailles. À Strasbourg, le couple est reçu et fêté par les habitants de la ville, comme il se doit d'un empereur et d'une impératrice. Joséphine ne quitte pas Napoléon d'une semelle. Elle est aux aguets, se méfiant de toutes ces femmes qui courtisent son empereur de mari. Napoléon s'impatiente déjà de rejoindre le champ de bataille. Joséphine non, elle a déjà goûté de l'odeur de la poudre en Italie. Alors qu'il franchit le Rhin, elle s'installe au palais Rohan pour une longue attente. Ses enfants lui manquent. Hortense est aux Pays-Bas, reine de Hollande, son fils en Italie, vice-roi. Alors elle leur écrit. Strasbourg, le 7 octobre 1805. Je suis seule ici depuis quelques jours. L'empereur est sur la rive droite, à la tête de l'armée, mais il me donne tous les jours de ses nouvelles. Les armées ont fait leur jonction, elles sont en marche. Tout nous fait espérer que ces opérations seront heureuses. Ma santé est très bonne. Je vais souvent me promener aux environs de la ville et je lis une autre partie de la journée. C'est ce que je puis faire de mieux loin de l'empereur. Napoléon accumule des victoires en Bavière, libère Munich,
prend Vienne et bat les empereurs d'Autriche et de Russie à Austerlitz. Il envoie Joséphine auprès de l'électeur de Bavière pour organiser le mariage d'Eugène. Munich, le 28 décembre 1805. Je ne veux pas perdre un moment, ma chère Hortense, pour t'apprendre que le mariage d'Eugène avec la princesse Auguste, fille de l'électeur de Bavière, vient d'être définitivement arrêté. Tu sentiras comme moi tout le prix de cette nouvelle preuve d'attachement que l'empereur donne à ton frère. Rien au monde ne pourrait être plus agréable pour moi que cette alliance. La jeune princesse réunit à une figure charmante toutes les qualités qui rendent une femme intéressante et aimable. Ce mariage est une autre victoire pour Joséphine. Elle consolide la position de son fils. Mais Napoléon lui aussi continue d'engranger les victoires, engageant des armées de plus en plus colossales dans des boucheries sans nom. Après l'Autriche, il se rend le maître de la Prusse et de la Pologne, laissant Joséphine loin derrière. Et le 1er janvier 1807, à un relais de poste sur la route de Varsovie, l'inévitable se produit. L'empereur est approché par une jeune femme de 26 ans qui va bouleverser le destin du couple impérial. Cette femme s'appelle Marie Walewska. Napoléon, sous le charme, la fait retrouver, la courtise et l'installe dans un château en Prusse. Napoléon en est arrivé à penser que coucher avec d'autres femmes faisait partie de ses attributions. C'était ce que les souverains faisaient. Ils n'avaient pas à être fidèles à leur épouse. Ils prenaient des maîtresses. Pour lui, c'était aussi l'occasion de prouver sa fertilité qui lui tenait tant à cœur. Donc, Joséphine a dû ressentir un désarroi croissant quand elle s'est rendue compte qu'il fréquentait d'autres femmes, qu'elle n'était plus la seule. Mais il n'a jamais perdu son intérêt pour elle. Il y a toujours eu beaucoup d'attachement et de passion entre eux. Il n'y avait pas d'héritier à l'Empire. Fouché était partisan du divorce. En 1808, il y a eu déjà des essais. Et puis, elle n'arrêtait pas de dire que c'était Napoléon qui était stérile, puisqu'elle avait déjà eu 2 enfants. Bon, Napoléon avait eu un premier fils naturel avec une jeune lectrice qui était passée par les bras de Murat, donc il n'était pas très sûr d'être le père. Par contre, quand en 1809, il rencontre Marie Walewska et qu'elle lui donne un fils, là, il est certain de pouvoir procréer. Et ça a été le déclic qu'il a décidé à ce divorce. Divorce purement politique. C'est un divorce par consentement mutuel qui lui a coûté évidemment beaucoup, parce que c'est vrai qu'elle le connaissait par cœur, elle savait très bien se plier à tous ses caprices et tous ses désirs. Le seul manque dans cette union, c'était un enfant. La scène durant laquelle Napoléon a finalement annoncé à Joséphine qu'il la répudiait a été un drame épique. Le chambellan a été appelé, il a soulevé Joséphine et l'a emmenée hors de la pièce. Elle n'avait pas perdu tous ses esprits car elle a ouvert une paupière et lui a dit tout bas « Votre épée me rentre dans les reins ». Donc elle n'était pas aussi évanouie qu'elle en avait l'air. Elle a tout fait pour que la scène soit digne d'une tragédie grecque. C'est au final l'une des qualités que Napoléon appréciait chez elle. Il adorait les pleurs des femmes. Il adorait les scènes de ménage. Il ne se serait pas contenté d'une rupture qui n'aurait pas été épique et dramatique. Donc elle s'est sacrifiée pour le bonheur de la France, et le jour du divorce, devant la cour assemblée et devant la famille impériale, Napoléon a déclaré « Elle a embelli 15 années de ma vie ». Venant de Napoléon, c'est très fort, et en plus, ce n'est pas des choses qu'on dit quand on divorce d'habitude. 1000 tendres remerciements de ne m'avoir pas oublié. Mon fils vient de m'apporter ta lettre. Avec quelle ardeur je l'ai lue, et cependant j'y ai mis bien du temps, car il n'y a pas un mot qui ne m'ait fait pleurer. J'ai retrouvé mon cœur tout entier, et tel qui sera toujours. Il y a des sentiments qui sont la vie même, et qui ne peuvent finir qu'avec elle. Sois heureux, sois-le autant que tu le mérites. C'est mon cœur tout entier qui te parle. Joséphine se replie à Malmaison, sa demeure de cœur, que Napoléon lui cède. Depuis plusieurs années, elle a fait construire des serres chaudes et constitué une collection d'animaux, de plantes et de fleurs tout à fait remarquables. Elle est considérée par les botanistes de l'époque comme l'une des leurs.
Malgré son remariage à la princesse autrichienne Marie-Louise, Napoléon continue à lui écrire et lui rend visite. Et finalement, la période la plus émouvante de sa vie, c'est peut-être après le divorce. Quand là, elle redevient une simple particulière, encore qu'elle ait gardé son titre d'impératrice, où elle s'occupe de voyager, elle s'occupe de ses petits-enfants. C'est une grand-mère extraordinaire, admirable, que l'on a découverte grâce à la correspondance qu'elle avait avec sa fille. Juin 1812, Napoléon fonce sur la Russie avec la plus grande armée jamais constituée, forte de près de 700 000 hommes. Reculant sans cesse devant les troupes françaises, les Russes appliquent la stratégie de la terre brûlée, allant jusqu'à sacrifier Moscou le jour où Napoléon s'en empare en septembre. Napoléon s'y attarde, espérant une conciliation, et lorsqu'il donne le signal de la retraite, son armée, sans réserve, se trouve prise au piège du froid, de la neige et des Cosaques. La destruction de la grande armée sonne le début de la fin pour l'ancien mari de Joséphine. Quand elle a pris la retraite, elle est rentrée de Milan en septembre 1812 et après elle s'est terrée à Malmaison. Elle n'a plus quitté du tout Malmaison, elle est restée là. Elle a même envoyé des lettres à l'empereur dont elle avait gardé d'une manière habile une copie pour elle, disant si revenez parmi nous, les Français vous attendent, etc. Elle était vraiment complètement perturbée par toutes ces défaites et ça l'a beaucoup marqué à la fin et ça l'a beaucoup affaibli. Elle en souffre beaucoup, elle en souffre pour lui. Essentiellement parce qu'elle est bonne en plus et qu'elle est complice de lui, enfin elle est complice au bon sens du terme et qu'elle a épousé Bonaparte pour le meilleur et pour le pire et bien que divorcée, elle continue de vibrer, de ressentir, et elle est lucide et elle voit vers quoi on va et ça l'affecte beaucoup. Sire, vos peines sont les miennes, elles iront toujours à mon cœur. Je vous écris parce que je ne puis résister au besoin de vous le dire, comme je ne pourrai jamais cesser de vous aimer de toute mon âme. En mars 1814, Napoléon est forcé par ses maréchaux à abdiquer sans condition. Il est exilé à l'île d'Elbe. Joséphine est inquiète. Quelle semaine j'ai passée, mon cher Eugène. Combien j'ai souffert de la manière dont on a traité l'empereur, que d'injures dans les journaux, que d'ingratitude de la part de ceux qui l'avaient le plus comblé. Mais il n'y a plus rien à espérer, tout est fini, il abdique. Et mon cher fils, où es-tu? Que fais-tu? Je vis dans des transes et une anxiété terrible. Adieu, mon cher Eugène. Je fais des vœux pour que nous soyons tous réunis. Tous les princes allemands qu'elle avait connus en 1807 à Fontainebleau, dans d'autres endroits, lui étaient tellement reconnaissants d'avoir été aimable, agréable avec eux alors qu'il n'était rien à ce moment-là. Bien maintenant, ils disent, maintenant qu'elle est abandonnée, on ne peut pas l'abandonner comme ça, cette femme aussi charmante. Donc on a fait un sort à part, au Beauharnais. Tous les Bonaparte étaient partis. D'ailleurs, le futur roi des Belges, le futur Léopold Ier, qui était aide de camp du tsar, il a tout fait pour essayer de les aider et a décidé le tsar à se rendre à Malmaison. Les débuts ont été un peu difficiles, un peu froids évidemment, puis petit à petit, la chaleur du tsar, qui est un homme tout à fait extraordinaire, a fait qu'il se sentait quasiment à l'aise à Malmaison. Il y venait très souvent. Il est allé jusqu'à l'avant-veille de la mort de Joséphine. En mai 1814, lors d'une promenade avec le tsar Alexandre, l'ex-impératrice prend froid. Malgré les douleurs persistantes, Joséphine fait bonne figure au dîner, entourée de ses enfants, Eugène et Hortense, du tsar et de ses proches. Mais bientôt, elle est obligée de se retirer pour s'aliter. J'ai lutté toute ma vie, échappé à la guillotine et au boulet autrichien, survécu à un ouragan, une chute de balcon, un attentat et un mari qui a mis l'Europe à feu et à sang. Mes enfants sont rois et reines, et moi, impératrice. J'ai aimé mes maris, mes amants et la vie. Et maintenant, cette douleur qui me prend la gorge,
la poitrine. Où va-t-elle me conduire ? Et cette simple angine, qui a dégénéré très vite en une angine infectieuse, l'a emportée en quelque temps. Elle s'est laissée glisser tout doucement dans la mort, sans vraiment avoir envie d'essayer de survivre. Quel timing superbe. Elle est morte exactement au bon moment. Elle était en pleine gloire. Elle est partie quand il le fallait. Incomparable Joséphine, par quel art as-tu su captiver toutes mes facultés, concentrer en toi mon existence morale? Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer, je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras, je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie.